Sophie, donc, dans le cadre justement de ce point info climat qui s'est passé à l'école François Villon, il y a eu quand même des projets potagers, etc. euh, Justement pour inciter à une alimentation locale, etc. Enfin, c'était l'axe. Alors, c'était l'axe. Donc, l'installation du potager à l'école, c'est un sacré challenge parce qu'on a une cour entièrement goudronnée, donc pas du tout d'espace vert. Donc, le potager, il a été mis en place par les 5 classes. On a fait intervenir sur une demi-journée nos 5 classes à tour de rôle. Donc, les plus grands se chargeant d'installer en fait un rectangle constitué de 12 bottes de paille. À l'intérieur de ce grand rectangle, on y met plusieurs couches de végétaux, des végétaux humides et d'autres secs, en alternance, un peu comme des lasagnes, un peu comme dans un compost en fait. Et puis on termine par une petite couche de terre, de terreau. Ensuite, les plus jeunes, nos CP, ont planté, hein, alors soit des graines ou alors des plants que nous avaient aussi fournis les parents. Et puis on a recouvert l'ensemble avec des feuilles sèches. Donc c'est le principe de la permaculture, c'est de faire en sorte que la terre, elle puisse ne pas se dessécher. Donc les feuilles, elles sont là pour protéger tous nos plants. Et puis les bottes de paille qui sont tout autour, en fait, elles pompent à la fois l'eau quand il pleut, ce qui est le cas actuellement, et puis elles la restituent quand il fait un peu plus sec. Donc l'idée, c'est aussi qu'on n'ait pas à arroser le jardin et qu'il puisse, voilà, il fonctionne assez bien tout seul. Donc là, on est mais vraiment extrêmement satisfait nous de ce qui les pousse actuellement, parce que on va même être obligé de dépresser un peu tellement il y a de plantes, voilà. Euh, donc déjà en termes de réussite au niveau de ce qui pousse, c'est vraiment intéressant. Ensuite, moi je m'aperçois pour le faire avec mes collègues aussi, c'est que régulièrement on s'assoit autour du jardin sur les bottes de paille et puis on regarde avec les enfants l'évolution de notre jardin. Pour beaucoup d'enfants, voir pousser des radis et des courgettes, c'est la première fois de leur vie qu'ils le voient. Donc en termes de connaissances, d'expliquer que dans la fleur de courgette, là, il y a toutes sorties et que c'est cette fleur de courgette qui va donner la courgette et de voir de jour en jour la petite courgette se former derrière, voilà, c'est un apport de connaissances incroyable pour les enfants et au quotidien. Ensuite, moi je suis persuadée que ça va effectivement les inciter à goûter des choses un peu différentes. Alors on l'a déjà vu parce que on a nos radis qui sont sortis. Ils ont tous eu envie de manger des radis. Il y avait de la ciboulette et on entourait les radis avec un petit peu de ciboulette et les enfants ils croquaient dans le radis et dans la ciboulette. Ils trouvaient ça délicieux. Voilà. Et puis on s'aperçoit aussi que y a des connaissances encore plus pointues que ça. Pour les grands, par exemple, on s'est aperçu que nos choux, ils étaient tous les week-ends, ils étaient attaqués. On revenait, il y avait plus de feuilles sur les choux. Alors on s'est demandé quel était l'animal qui pouvait attaquer nos choux. Bernard nous a dit bah, peut-être que c'est un mulot, un petit rampant. Voilà. Et puis donc, on a vu que cet animal ne s'attaquait que spécifiquement aux choux. Alors on a mis un grillage par-dessus et là on s'est aperçu que les choux qui étaient protégés sous le grillage à poules, et ben, le week-end ils reprenaient de l'ampleur et ils avaient de nouveau des feuilles. Donc ça ne pouvait pas être un rampant, ça ne pouvait pas être un petit mulot, c'était obligatoirement quelque chose qui venait du ciel et qui était gêné par le grillage à poules. Donc ça c'était très intéressant aussi de pouvoir justement mener différentes hypothèses et puis de tester différents moyens pour voir si on arrivait à lutter contre ce prédateur qui venait nous manger nos choux. Voilà. Donc là, voilà, moi, je vois bien les enfants, toutes les connaissances qu'ils ont pu acquérir autour de ça. Et au-delà de ça, ce que j'entends, c'est quand même c'est un projet global. Vous pouvez y répondre, mais les liens entre les parents qui souhaitent introduire une alimentation bio au sein de l'école et puis l'existence de ce potager avec toutes les connaissances que ça apporte et l'ouverture vers d'autres goûts, vers d'autres sens. Est-ce que ça fait du lien, en fait, tout ça entre ça n'est pas que créer une cantine bio, c'est aussi faire le lien avec ce qui se passe dans la nature, quoi. Oui. On s'aperçoit qu'effectivement, c'est un projet assez complexe, en fait. C'est à la fois, on va dire, c'est à la fois simple à comprendre, ce qu'on veut voilà, comme modèle d'alimentation, comme modèle de déplacement. Ça, c'est assez facile à comprendre. Mais partant du modèle actuel, pour
pour arriver à un nouveau modèle, c'est pas si évident que ça. Voilà. On s'aperçoit que là, pour le coup... C'est là que Cicadap est ressource, en fait, pour toutes les questions que se posent les enfants, j'imagine. Oui, et c'est des questions que nous-mêmes, on se pose aussi, et donc on expérimente au sein de l'association, et qu'on propose aussi comme réflexion aux enfants et comme action. Et voilà, donc on est un peu au même niveau qu'eux. Des fois, on a un petit temps d'avance parce que ça fait 2-3 mois qu'on a un type d'activité qu'on propose à des écoles. Mais on expérimente. Là, actuellement, on est par exemple en train de créer une nouvelle activité sur la connaissance des plantes sauvages. C'est aussi quelque part relié à l'alimentation. C'est aussi donc des plantes qui sont disponibles localement dans notre environnement proche, qu'on n'a pas besoin de transporter, donc qui n'ont pas d'impact sur le climat et qui peuvent aussi être une ressource si jamais il y avait des problèmes sur les ressources alimentaires dans les années qui viennent. Oui, lors du forum, en fait, on a découvert que ce concept de local, ça ne voulait pas dire grand-chose. Parce que en fait, on peut acheter des produits locaux qui viennent de pas très loin, mais selon la façon dont ils ont été produits, voilà, ça peut avoir un impact climatique très important, puisque l'achat des engrais, par exemple, peut amener à faire des kilomètres à ces engrais. Le passage multiple du traitement des tracteurs aussi augmente tout l'impact climatique. Donc on s'est aperçu que effectivement, chercher une nourriture saine, c'est effectivement une nourriture qui ne vient pas de loin, qui a un impact climatique réduit. C'est aussi chercher une nourriture en fonction de la saison. Donc ça, on s'est rendu compte que c'était essentiel aussi. Que c'est chercher aussi une nourriture du terroir. Voilà, donc on est peut-être une région où l'alimentation n'est pas très variée, encore qu'on s'est aperçu à ce forum que, par exemple, le cuisinier de Loris s'alimentait dans un rayon de 60 km. Le plus loin qu'il allait chercher ses produits, c'était 60 km, et d'ailleurs, c'était en Eure-et-Loire, le plus éloigné. Voilà. Et que, effectivement, après même, la façon de cuisiner pouvait aussi avoir un impact même sur le climat, je le redisais tout à l'heure, mais en termes de déchets ou de conditionnement, et que transporter effectivement des palettes de petits Suisses ou des palettes de fromage emballé, c'est beaucoup plus coûteux, même si c'est des choses qui sont produites localement, qu'un fromage blanc qui est conditionné dans un seau et qu'on redistribue dans des ramequins aux enfants, quoi. Donc même la façon de cuisiner implique. Voilà, c'est notre travail aussi d'enseignant, c'est que plus les enfants vont avoir de connaissances, ça passait par le potager tout à l'heure, ce que j'expliquais, mais aussi sur actuellement le modèle, comment ils sont alimentés, d'où proviennent les aliments, comment ils sont conditionnés, où est-ce qu'on les achète, combien ça coûte. S'ils veulent faire des choix aussi plus tard dans leur vie, il faut qu'ils soient informés de tout ça. Donc là, la cuisine centrale n'est pas bio. Ah non, mais pas actuellement. Pas actuellement, ouais. voilà. Alors ça pose aussi des questions de coût, c'est évident. C'est ce qu'on nous a dit. Mais en termes de gaspillage, donc je disais tout à l'heure le gaspillage de nourriture, hein, mais il y a aussi tout ce qui va être gaspillage en termes de conditionnement. Actuellement, la cuisine centrale, elle livre ses repas dans des barquettes en plastique qui ont un usage unique, puisque donc tous les jours, ces barquettes en plastique sont jetées dans les poubelles et puis sont ensuite brûlées dans les centrales d'incinération de nos déchets. Donc voilà, donc c'est pour ça que je disais que c'est un projet complexe, parce que si on pense cantine bio, on doit aussi penser même en termes de vaisselle à choisir dans les écoles pour présenter ce repas-là. C'est pas que l'aliment bio, c'est même l'achat d'une nouvelle vaisselle, par exemple. Alors du coup, Bernard, quel type d'action vous comptez mener avec Cicadap ? Alors déjà, toutes ces actions menées avec l'école François Villon cette année, c'est vraiment le type d'action qu'on souhaite avoir avec les écoles avec lesquelles on sera en relation l'année prochaine, c'est-à-dire avoir des actions qui soient en direction à la fois des élèves, des parents et aussi avec les enseignants, justement tout ce travail de réflexion, de construction, de co-construction au fur et à mesure d'ailleurs que les échanges et les interventions ont lieu. On voit bien que toutes ces thématiques que l'on développe aujourd'hui n'étaient pas forcément prévues au départ, et il faut justement faire vivre ça. Ça, c'est donc le fait aussi que à partir de l'année prochaine aussi,
On va bénéficier de notre agrément éducation nationale que l'on vient d'avoir début mai 2019 pour 5 ans. Donc, qui va faire que certaines écoles que peut-être on ne connaît pas vont nous contacter puisqu'elles vont recevoir la liste des associations agréées que nous serons dedans. C'est aussi un gage de qualité pour les gens qui ne nous connaissent pas, qui pourront donc sans doute peut-être nous faire confiance plus facilement. Et donc aussi, ce que l'on souhaite, c'est travailler en profondeur sur tout un secteur. On a eu par exemple dernièrement lors de la marche pour le climat, il y avait un petit forum des associations et donc on a rencontré des enseignantes du collège de La Loupe qui nous ont dit mais pourquoi vous ne faites pas des actions à la fois en direction des écoles et du collège d'un même secteur pour pouvoir justement avoir une cohérence dans les messages qui sont apportés aux élèves et aux familles. Et donc c'est ce que l'on souhaite faire, en particulier sur ce secteur de La Loupe. Et on va le démarrer dès le mois de juillet, puisqu'on fait une caravane climatique sur le secteur de La Loupe. Les 9, 10 et 11 juillet, on aura à la fois des interventions dans les centres aérés de ce secteur et des rencontres avec les populations dans des salles communales le soir. Et on se déplacera en vélo d'un lieu à un autre, voilà, en essayant d'adjoindre les personnes du secteur qui viendront pédaler un petit peu avec nous.